Aujourd'hui debout. J'espère que de votre côté, vous êtes assis confortablement. Depuis 6 ans maintenant, nous faisons cette émission d'ésotérisme dans le but, tout simplement, d'enlever certaines barrières, certains préjugés sur des tabous. Le premier qu'on a abordé, et il a duré 6 ans, c'était d'attaquer le tabou du paranormal, le phénomène extraterrestre, la voyance, la clairvoyance, la communication avec les morts, tout ce qui est finalement ce qu'on pourrait appeler le paranormal. Pendant 6 ans, on est parti de soucoupe volante où on se faisait lancer des assiettes par la tête lorsqu'on faisait certaines enquêtes sur les extraterrestres, où les gens ne croyaient pas du tout à cette réalité-là, pour arriver aujourd'hui à une espèce de conscience collective que ça va de soi, le phénomène est là et il est prouvable même scientifiquement. Qu'il y a aussi des relations à faire avec, dans l'ésotérisme, les envoyés du ciel, la communication avec ces êtres éthériques, ces êtres qui ne sont pas matériels, donc la communication avec des êtres immatériels qu'on pourrait appeler les anges ou les morts, les désincarnés. Donc, il y a des gens privilégiés qui sont soit en contact avec le phénomène extraterrestre ou soit capables d'être en relation avec les êtres éthérés, les êtres spirituels. Tout ça faisait partie de la divulgation des connaissances ésotériques dans le premier tabou, qui est le phénomène du paranormal. Mais j'ai toujours dit, il y a 3 tabous sur lesquels on doit s'attaquer pour essayer de changer un peu l'humanité. Le premier qui était le paranormal, je pense qu'après 6 ans, on a assez fait le tour d'horizon. Maintenant, les choses sont devenues de plus en plus normales dans le paranormal. Le deuxième tabou qu'on abordera prochainement est la sexualité. C'est pour l'automne 1983 et cela durera peut-être 3-4 ans. Et par la suite, nous aborderons le troisième et le plus grand des tabous, qui est la mort, la vie et la mort. Et la vie et la mort met en jeu, évidemment, l'euthanasie, l'avortement, le suicide. Et des gens me demandent, mais pour quelle raison vous avez abordé ces 3 sujets, ces 3 tabous? Maintenant, je vais vous le révéler. Je vais vous le révéler juste avant une rencontre avec Bernard de Montréal, qui va durer 3 semaines, 3 heures consécutives avec ce Bernard de Montréal, qui nous rappelle un peu ces êtres un peu spéciaux qui apparaissent à travers les écoles ésotériques dans le monde entier. La semaine dernière, on a vu Satprem, on a vu la mère en Orient, on a entendu parler de Madame de Sergerie ici au Québec qui avait transmis une connaissance assez personnelle. Bernard de Montréal est ici au Québec et depuis 6 ans, il divulgue par le verbe beaucoup de connaissances du supramental, d'une connexion avec l'intelligence. Alors, c'est pour cette raison qu'après 6 ans, nous avons bouclé la boucle, puisqu'il y a maintenant tout près de 6 ans, Bernard était passé sur l'émission pour la première fois en public. C'était sa première apparition publique dans le temps des émissions en noir et blanc sur le télécâble Vidéotron de la Rive-Sud de Montréal. Et son message n'a toujours pas changé d'un iota. On pourrait se procurer les cassettes de Bernard qui remontent à il y a 6 ans pour se rendre compte à quel point jamais il ne s'est contredit. Toujours, il transmet la même information. Et cette information transcende les 3 tabous. Ça va au-delà des phénomènes paranormaux, ça va au-delà du phénomène de la sexualité, ça va au-delà du phénomène de la mort. Parce qu'il rejoint l'essentiel. Mais alors, je ne réponds toujours pas à la question, pourquoi on a abordé les 3 tabous? Pourquoi ceux-là plutôt que d'autres tabous? Alors maintenant que vous êtes bien assis, c'est ce que je vous disais tantôt, je vais vous le révéler pourquoi. Si, dans quelques années, l'humanité qui a accumulé un potentiel de destruction qu'on imagine à peine, parce qu'on ose encore parler d'une 3e guerre mondiale, alors qu'il n'y en aura jamais de 3e guerre mondiale, il y aura tout simplement une extermination mondiale, point. Il y a des êtres qui pourront être épargnés de ces événements qu'on appelle douloureux par les 3 planches de salut, qui se relient très étroitement aux 3 tabous qu'on maintient dans notre société pour les maintenir dans la peur et dans l'ignorance. Le paranormal va sauver quelques personnes. Les extraterrestres viendront épargner quelques personnes. Le nombre est déjà compté. C'est donc pas pour tout le monde. Il fallait normaliser les êtres humains qui se sentent en relation, qui ont été en relation avec le phénomène extraterrestre, qui savent par l'intérieur une communication télépathique avec ces êtres, qu'ils ont été choisis ou qu'ils sont choisis. Il fallait que ces êtres humains-là se sentent concernés.
ils se sentent normal, qu'ils n'aillent pas au désespoir ou qu'ils n'aillent pas dans un asile parce qu'ils racontent les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les gens qui disent avoir vu des extraterrestres, on les regarde en se disant c'est peut-être vrai, mais c'est son problème, tant que j'en aurais pas vu, j'y croirais pas. Bon, c'est ça souvent qu'on se dit. Mais au moins, on ne les met pas au banc de la société. Je reviens encore à la raison fondamentale des émissions ésotérisme expérimental. Si, d'ici quelques années, donc, devait se produire l'Holocauste planétaire, quelques-uns épargnés par ces êtres, mais ce sont vraiment que quelques-uns, les élus, les seuls élus, qui sont très rares. Il y a le deuxième tabou, qui aussi est une façon d'être épargné de ces désastres, de ces souffrances. Par la sexualité, vous entrez en relation avec l'énergie vitale, les chakras qui sont en nous, qui sont les roues à mettre en activité. Et comme une roue qui tourne et qui vibre très rapidement, engendre une énergie, comme une dynamo dans une centrale électrique, qu'on fait tourner très rapidement pour pouvoir produire une certaine énergie. Pour entrer en relation avec l'énergie vitale, la sexualité, qui est notre deuxième tabou, va permettre à des êtres qui auront mis le contrôle sur leurs chakras, les 7 chakras, les mettre en activité, les mettre en action, et pouvoir se rallier à l'énergie centrale, l'énergie vitale qui est centrale et qui est divine, et qui nous donne l'état christique, qui fait que devant les destructions possibles, on pourra s'échapper de notre corps physique, matière, qui sera détruit par le feu, étant relié à l'énergie centrale. Deuxième tabou, on devra laver. Et troisième, alors là, ça va prendre des techniques, ça va prendre une forme de discipline. Il va falloir que les gens s'astreignent à une certaine discipline. Au mois de juin 1983, nous vous présentons un conte pour enfants matures qui touche très précisément ce deuxième tabou qu'est la sexualité. Il vous sera présenté à la salle Maisonneuve, au Cégep Maisonneuve à Montréal. C'est à la fois un conte, une pièce de théâtre. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais il faut voir objectivement les choses pour être capable de les mieux comprendre. Lorsqu'on se sent trop impliqué dans la chose, on a beaucoup d'émotivité et des fois on passe à côté de la réalité et de la vérité. Mais alors il reste un troisième tabou qui est la mort. Et celui-là concerne tout le monde. Et celui-là, je me donne 2 ans de travail sur ce troisième tabou. Lorsque les 4 prochaines années auront élucidé le tabou de la sexualité, nous aborderons ensemble dans les 2 années suivantes. Alors 6 pour le phénomène extraterrestre et parapsychologie et paranormal, 4 pour la sexualité et 2 pour le phénomène de la mort. Car la mort, tout le monde sera conscient lorsque dans une émission de radio ou à la télévision on vous dira ceci n'est plus un exercice, ceci est un véritable message de la Défense nationale qui voit venir des fusées intercontinentales. Nous vous souhaitons d'avoir assez de contrôle sur vous, de garder votre calme et de remettre votre âme entre les mains de Dieu. Il n'y aura absolument aucune façon d'être épargné. Aucune. Alors, le tabou de la mort, pour ceux qui seront encore pris par le problème de la vie et de la mort, qui ne pourront pas accepter ce suicide personnel, ce suicide collectif, qui auront encore des préjugés, ne pourront faire autre chose que d'haïr la masse humaine qui aura entraîné cet holocauste, plutôt que de faire comme le Christ sur la croix, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font, pour ainsi être sauvés. Alors vous voyez à quel point l'importance des 3 tabous, l'importance de l'émission Ésotérisme expérimental, et je pense avoir réussi haut la main d'avoir enlevé le tabou du paranormal. Ça a pris 6 ans. Aujourd'hui, les gens qui m'entourent aussi bien qu'à la maison, je reconnais beaucoup de gens dans les salles de conférence qui maintenant acceptent le fait que tout ce qui était enseigné comme paranormal, anormal, on oserait dire, devient de plus en plus normal. Le deuxième, prochainement, sur la sexualité, et vous le savez comme moi, est un sujet extrêmement délicat puisqu'on est concernés tous. Et le troisième aussi, on est concernés tous. Mais celui-là, on aime autant le laisser au rencard se disant, on est jeune, on ne mourra pas demain matin. Et bien, quand les événements arriveront, ce ne sera pas une question de jeunesse, ce ne sera pas une question d'argent, ce ne sera pas une question de santé. Ça va être le même prix pour tout le monde. Et dans les 3 cas, il y a 3 façons d'être épargné de ces événements. Épargné non pas sur le plan de la matière, mais conscientisé d'une façon à passer au-delà de la matière, au-delà des formes. Et avec Bernard de Montréal, on commence 3 heures
où justement nous avons le personnage qui s'est donné comme fonction dès le départ de nous enseigner à ne pas nous fier aux formes, à voir la réalité en dehors de la recherche de la vérité ou du mensonge. Alors je vous souhaite une bonne heure d'écoute, plus la semaine prochaine une autre heure avec Bernard de Montréal, et ainsi dans 2 semaines, pour ensuite se rencontrer probablement lors du conte pour enfants matures qui s'intitule, et ce sera le numéro 2, qui s'intitule L'ermite de la montagne. Alors maintenant, on va rencontrer Bernard de Montréal. Attends pas. C'est en direct. Un petit tête-à-tête, Bernard de Montréal, que beaucoup de gens du public souhaitaient depuis longtemps, qu'enfin on rencontre Bernard de Montréal. Je vais me faire l'interprète du public sans passer aux lignes ouvertes, sans passer aux commentaires des gens dans la salle. Question peut-être d'aller plus à fond et plus rapidement dans le fond des grandes questions qu'on se pose. La première des grandes questions qu'on se pose, Bernard de Montréal, pourquoi ici au Québec, vous avez entrepris de diffuser un message très personnel? Et à quel point ce message doit être compris, de quelle façon ce message doit-il être compris de la part des gens qui se posent bien des questions. D'où il sort Bernard de Montréal? Je ne vous poserai pas des questions personnelles, à savoir quelle a été votre éducation, d'où vous venez, quelle est la couleur de votre chemise. Je pense que ça, c'est des formes qui sont absolument pas nécessaires à chercher, à comprendre. Les gens qui cherchent le gourou tout le temps vont être déçus sur cet aspect-là, mais je pense que derrière le personnage, il y a beaucoup plus. C'est le message. Beaucoup trop de gens sont tombés dans le christolatrie, qui adorent un Christ qui est passé au lieu de comprendre le message vital. Alors, quel est le message de Bernard de Montréal? Quel est le message de Bernard de Montréal? Il n'y a pas de message. Bernard de Montréal n'a pas de message. Bernard de Montréal parle. Il parle beaucoup. Il a beaucoup à dire. Un message, c'est une forme. Un message implique la relation personnelle avec ce que l'on dit. Un message veut toujours impliquer une certaine vérité. Et je ne suis pas intéressé à donner au public de la vérité. Ce que je fais dans le public, c'est un travail d'élocution qui n'est pas du domaine normal de la pensée humaine, qui fait partie de mon expérience et qui n'est pas entaché de la vertu de la messagerie. Je n'aime pas les messages. L'homme a reçu des messages depuis des siècles et aujourd'hui, il est encore au stage de vivre de ces messages. Et à cause de ceci, il ne peut pas vivre de son intelligence. Ce que je dis au public, ce que j'exprime, ce que j'explique, est une façon de mon intelligence d'exprimer ce qui est en dehors des conditions psychologiques de la mentation normale de l'homme. Autrement dit, j'essaie, de par mon expérience, de traduire pour l'homme ce que l'homme aujourd'hui, en général, n'est pas encore capable de traduire par lui-même, parce qu'il est encore pris avec sa pensée, sa mémoire, parce qu'il est encore prisonnier des messages qui ont formé sa mémoire et qui automatiquement lui ont enlevé son intelligence
parce que ces messages l'ont forcé à penser à ce qu'il disait, au lieu de l'amener petit à petit à vivre ce qu'il sait par la transgression des lois de sa mémoire, pour en arriver éventuellement à comprendre et à savoir ce qu'il sait et à pouvoir l'exprimer d'une façon qui est totalement synthétique, d'une façon qui n'est pas polarisée entre le vrai et le faux. Celui qui disait « je pense, donc je suis », Celui qui disait « je pense, donc je suis » donnait à l'humanité, philosophiquement parlant, un aspect de sa pensée, révélait à l'homme une façon d'exprimer intellectuellement ce qu'il pensait. Ceci fait partie du domaine de la vérité, mais ceci ne fait pas partie du domaine du réel. alors qu'est-ce qui fait partie du domaine du réel? Le réel n'appartient pas à l'homme. Le réel n'appartient pas au psychologisme chez l'homme. Le réel est transpersonnel, il est impersonnel, il se traduit par les mots à travers la conscience de l'homme, il éclaire l'ego de l'homme, il n'est pas personnalisable. Donc, si l'homme dit « je pense, donc je suis », il établit que la réalité psychologique chez lui est en fonction de la pensée, donc est en fonction d'un processus de mentation, et ceci n'est pas totalement réel, parce que l'homme n'a pas besoin de penser pour savoir. C'est l'illusion philosophique de l'homme cartésien, de l'homme occidental, qui lui fait croire que être, c'est penser. Et ceci fait partie de la dimensionnalité de sa psychologie, ceci fait partie de la façon dont il pense. Et la façon dont il pense est carrément assied sur les convéniences psychologiques de sa pensée et de l'attitude qu'il a envers la réalité psychologique. Mais au-delà de la réalité psychologique de l'homme, il y a une autre réalité qui n'est pas psychologique. Elle est totalement parapsychologique, elle est totalement c'est-à-dire qu'elle n'est pas conditionnée par une normalité subjective, elle n'est pas conditionnée par une subjectivité émotive qui force l'homme à penser d'une certaine façon. Elle s'imprime sur son cerveau pour procéder dans le temps, dans l'expression, à une manifestation de l'intelligence pure sans reconnaissance quelconque de la personnalité. La personnalité est totalement impuissante à empêcher, à retarder, à contrecarrer l'influx de cette énergie. Votre message mène à quoi? Ce n'est pas un message. Le verbe de Bernard, ce qui est conservé sur les cassettes en conférence et en les mots, les paroles mènent à l'ouverture chez l'homme intelligent, chez l'homme occidental, ou même chez l'homme oriental, à reconnaître que la façon dont il pense est une façon qui convient à sa psychologie, c'est-à-dire à ses mœurs, c'est-à-dire à son état mental, à son état émotif, qui est construit sur une base qui relève de l'histoire de l'homme et de l'humanité, de la mémoire de l'humanité. Ce n'est pas du matériel neuf, c'est du matériel qui est constamment reconstitué et constamment réajusté pour permettre à l'homme de constamment croire qu'il progresse, lorsqu'en fait, il ne progresse pas. Il est simplement en attente vers un état de finalité qui, à ce moment-là, produira une mutation. Pour l'instant présent, l'humanité se fie quand même aux données psychologiques, c'est-à-dire on croit ce qu'on voit. On croit ce qu'on voit. Tant qu'on n'a pas vu, on y croit plus ou moins, c'est possible, mais bon. Alors, comment concilier un équilibre psychologique dans un état de choses où on doit se fier aux cinq sens, plus, dirons-nous, l'esprit, la pensée, et passer au plan où Bernard nous dit, c'est pas en pensant qu'on évolue, c'est pas en se fiant à nos plans, nos patterns psychologiques qu'on évolue. Il faut passer à un autre niveau. L'autre niveau, il n'est pas visible. L'autre niveau, on peut pas y croire, on ne le voit pas. L'autre niveau ne fait pas partie de la prérogative de l'homme. L'autre niveau fait partie de la prérogative de ce que l'homme appelle l'esprit, de ce que certains hommes appellent des intelligences supérieures, de ce que certains hommes pourraient appeler des intelligences multidimensionnelles qui s'occupent de l'organisation matérielle, vitale, psychique de l'humanité ou des humanités. Ce n'est pas de la prérogative de l'homme, le phénomène de l'évolution. La prérogative de l'homme est
de s'adapter émotivement et mentalement à son expérience selon ce qu'il sait. Mais lorsque les forces engendrent dans l'humanité des cycles de mutation, l'homme ne peut pas empêcher ses forces, il ne peut pas retarder le travail de ses forces, il est obligé automatiquement à un certain moment de s'ajuster émotivement et mentalement à la nouvelle dimensionnalité que leur apporte cette intelligence. Et c'est ça la mutation, c'est ça l'évolution. Que l'homme ne croit pas à telle chose, que l'homme ne puisse pas croire ce que certains hommes peuvent leur dire, ça c'est normal. Un homme qui ne pourrait pas accepter qu'on ne le croit pas serait un homme totalement empreint d'une sorte d'égocentrisme. C'est absolument normal que l'homme ne puisse pas croire certaines choses sans qu'il n'ait l'appui d'une intelligence qui fait partie soit de son intuition ou d'une intelligence qui est directement liée à son mental et qui lui donne accès à une faculté télépathique avec laquelle il peut entrer en communication et à partir de ce moment-là bien voir et bien comprendre que la relation entre l'homme matériel et l'homme cosmique est une relation qui relève du pouvoir des états supérieurs et non du pouvoir des états matériaux. En passant, de parler, Bernard, on dirait que vous êtes le seul à pas marcher dans le rang du même pas que les autres. C'est-à-dire que là, on sécurise. Tous les scientifiques voient les mêmes choses et disent les mêmes choses, enseignent les mêmes choses. Dans les universités, on pense la psychologie sensiblement de la même façon. En sciences, sur les autres plans, c'est la même chose. On se sécurise. Hein? On est tous dans la même tour d'ivoire, j'oserais dire, mais quand même. Et vous avez l'air d'être le gars qui n'a pas le pas dans le rang en disant, oui, mais moi, j'ai pas le pas, mais je suis le seul à avoir le bon pas. Comment être sûr que ce que Bernard nous dit? Vous ne pouvez pas être sûr de ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis ne peut pas se comprendre par l'intellect. Je viens de vous dire il y a quelques minutes que l'évolution, les lois de l'évolution sont des lois qui s'impriment sur l'homme et que ce sont des forces qui créent la mutation de l'humanité. Que ce soit durant la période de l'Atlantide, ou que ce soit durant la période des races indo-européennes, ou que ce soit durant la période de l'homme nouveau qui vient, ce sont les forces vibratoires qui créent et qui impriment chez l'homme une nouvelle constitution psychique, émotionnelle et mentale. En ce qui concerne la démocratisation de la science, de la connaissance, c'est normal. Ce que l'homme aujourd'hui seul, solitaire, ou avec un certain nombre d'hommes solitaires, peut apporter à une humanité qui ne puisse être aujourd'hui démocratisée, sera demain démocratisée. Autrement dit, le phénomène de la pyramide, c'est un phénomène qui a toujours existé, qui existera toujours. La démocratisation, ce n'est pas, comme les hommes pensent, le point dans l'histoire de l'homme où tout devient rosé. La démocratisation, c'est la mort de la pyramide. Lorsque l'homme devient démocratique, c'est la fin d'un cycle. Donc après la démocratie, ce sera encore la hiérarchie, et ensuite ce sera encore la démocratie, et ensuite ce sera encore la hiérarchie. Il y a une hiérarchie à tous les niveaux de la création, et lorsqu'un cycle se termine, il y a des hommes qui viennent et qui amènent une certaine connaissance vers l'humanité, et cette connaissance, automatiquement, elle est hiérarchisée. Donc, ceci veut dire qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont une capacité palpable de reconnaître cette énergie, de fonctionner avec elle, de la transmettre, de la diffuser, et automatiquement, ces hommes doivent et ne peuvent pas être autres que solitaires. Mais ils sont solitaires parce qu'ils commencent un cycle d'évolution. Le reste de l'humanité qui est démocratique doit se servir encore des outils qui ont été apportés dans le passé hiérarchiquement, mais dans le présent utilisés d'une façon démocratique pour qu'il y ait évolution psychologique, mentale et émotionnelle chez l'humanité en général. Donc ces hommes sont seuls parce qu'ils se trouvent en haut de la pyramide. Et plus on est en haut de la pyramide, moins il y a de place pour en mettre beaucoup. Donc, ils sont seuls parce que ces hommes respirent un oxygène qui est trop raréfié ou une atmosphère qui est très raréfiée pour les gens en général. Il est évident que même dans la constitution biologique des règles en évolution, sur le plan matériel, sur le plan des animaux, sur le plan de la biologie, il y a des animaux qui sont plus adaptés, plus adaptables à une condition de changement. Dans le règne animal, si les conditions naturelles changent, il est évident qu'il y aura des animaux qui auront une capacité, une propensité pour l'évolution, alors que d'autres mourront. Donc, il y a une hiérarchisation, parce qu'à l'intérieur de l'homme, sur le plan psychologique, sur le plan mental, émotionnel, sur le plan vital, sur le plan physique, il y a toujours une différenciation dans la capacité de l'homme, de cet individu, de vivre certaines tensions vibratoires avec l'énergie. Et ce sont ceux qui ont une plus grande capacité de recevoir et de vivre cette tension vibratoire qui sont les plus aptes à vivre mentalement sur le plan supérieur en communication télépathique avec cette intelligence. avant de passer à l'homme
transmuter, changer. Une dernière question sur l'action de Bernard, c'est quelle est l'embûche numéro 1 que vous avez à surmonter? Quel est l'obstacle le plus important que vous avez trouvé depuis 6 ans que vous diffusez par le verbe? Ce message? Oui. Quel est l'obstacle numéro 1? Je n'ai pas d'obstacle. C'est pas l'ego de l'homme, c'est pas... L'ego de l'homme, ce n'est pas mon obstacle, c'est l'obstacle de l'homme. L'ego de l'homme, c'est son problème à lui, pas à moi. Le ridicule, je dirais. C'est son problème à lui, c'est pas à moi. Pourquoi je souffrirais, moi, de ce que souffre l'homme? Mais vous êtes un homme, vous aussi. Je suis un homme, effectivement, mais je ne vis pas ma vie mentale et émotionnelle comme l'homme la vit. Autrement dit, sur le plan de l'ego, en fusion, les relations entre l'énergie et l'ego, chez l'homme conscient, ne sont pas les mêmes que chez l'homme inconscient, où l'énergie est vécue parallèlement à l'inconscience planétaire de l'homme, en fonction de son imagination, en fonction du désarroi émotionnel qu'il crée dans son mental, et en fonction de l'incapacité mentale de détruire les formes de pensée qu'elle possède, parce qu'elle ne connaît pas l'origine de ses pensées. Bon, écoutez, vous nous dites que vous n'avez pas d'émotion, vous contrôlez votre émotion. Je ne dis pas que je n'ai pas d'émotion. Je dis que les émotions ne font pas interférence avec mon intelligence. Donc si l'homme, à cause de son ego, crée des champs ou crée des situations de vie où la communication est rendue difficile, ce n'est pas moi au niveau de mon être qui en souffre, c'est lui au niveau de son être qui retarde son évolution. Alors prenons un exemple, l'introduction que je faisais tantôt avec l'allusion à la Troisième Guerre mondiale, ou plutôt l'extermination mondiale. Comment Bernard de Montréal peut-il réagir devant ce fait de civilisation qui a accumulé tellement d'armements de destruction que c'est inévitable que si on devait l'utiliser, on a toujours utilisé ce qu'on avait inventé, ce serait une extermination. Si l'extermination, ça fait partie des plans d'évolution, ceux qui auront la conscience pour dépasser ou pour aller outre les conditions vibratoires ou les conditions purement matérielles de ce cataclysme, à ce moment-là, ces gens-là ne seront pas affectés. Qu'il y ait cataclysme sur une planète, ce n'est pas le problème de ceux qui peuvent le dépasser. C'est le problème de ceux qui doivent le vivre et ne pas le dépasser à cause de leur inconscience. Peut-on dire, au départ, que Bernard de Montréal est un homme, un des rares, qui peut se dire conscient? Non, il y a plusieurs hommes qui peuvent se dire conscients. La conscience est un état vibratoire. Et qu'est-ce qui caractérise l'homme conscient de l'homme inconscient? L'homme conscient a conscience de la relation psychologique entre son être et d'autres plans supérieurs, tandis que l'homme inconscient n'a pas cette réalisation. Il vit sa vie égoïque en fonction d'un état psychologique mental et d'un état émotionnel subjectif qui remplit sa vie selon les conditions qui lui sont propres, et à l'intérieur de cette condition, il vit son existence. Tandis que l'homme conscient n'est pas intéressé à l'existence, il est intéressé à la vie, et la vie n'est pas ce que l'homme pense. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est une réorganisation totale de l'homme. La vie, c'est une capacité à l'homme sur le plan mental, émotionnel, vital et physique de transmuter la nature de son émotion afin de donner à son intelligence une capacité de réintégrer automatiquement les terres qui fait partie des sous-plans de sa réalité afin de pouvoir entrer en communication avec les intelligences qui donnent et qui ordonnent les diverses activités du cosmos, tant sur le plan matériel que sur le plan vital, que sur le plan de l'amour, que sur le plan de la volonté, que sur le plan de l'intelligence. L'homme est un être multidimensionnel. L'homme n'est pas simplement un être matériel. Donc, l'homme conscient, l'homme qui va vers la fusion, ou l'homme qui est fusionné, automatiquement doit vivre sa vie sur un plan qui n'est pas celui de l'existentiel. Donc, sa compréhension des lois de la vie n'est pas la même que chez l'homme inconscient. Donc, les problèmes de la vie inconsciente de l'homme, les problèmes de l'ego de l'homme, ne sont pas des problèmes qui lui font face. Oui. Alors, la conscience, l'inconscience, on peut pas se brancher quelque part pour dire, bon, on devient conscient. On peut pas manger quelque chose végétarien pour dire, on devient conscient. Est-ce qu'il y a une technique pour devenir conscient? Je vous ai toujours dit, il n'y a pas de technique pour devenir conscient, parce que ce n'est pas de la prérogative de l'homme, la conscience. Les hommes qui deviendront conscients sont comptés, et ceux qui sont comptés seront éventuellement appelés, c'est-à-dire qu'ils seront contactés par télépathie, ils seront amenés à reconnaître qu'il y a en eux une dimensionnalité d'intelligence avec laquelle ils doivent communiquer pour comprendre les états ténébreux au début et éventuellement de plus en plus clarifiés et éventuellement de plus en plus rarifiés de la conscience cosmique. L'homme ne peut pas arriver à la conscience. L'homme peut faire des efforts et se spiritualiser. Il peut faire toutes sortes de choses pour améliorer son état psychologique spirituel ou son état psychologique mental. Mais l'homme ne peut rien faire pour se conscientiser. C'est une illusion psychologique. Ceux qui ne sont pas comptés, ceux qui ne font pas partie des élus,
Il n'y a absolument rien pour eux. Ils vont avoir à subir dans l'inconscience tous les événements, la pièce de théâtre va se dérouler sur eux. Ceux qui ne sont pas, comme vous dites, comptés, devront continuer leur révolution sur d'autres plans. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils devront mourir. La mort un jour doit être totalement éliminée de la planète. Un jour, l'homme ne doit plus mourir. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. C'est l'inconscience qui crée la mort. La mort, ce n'est pas naturel chez l'homme. Mais biologiquement, c'est une loi normale. La mort est une loi mécanique. L'homme n'est pas un animal. L'homme a un corps matériel. A un corps matériel qui est très près du monde animal. Mais l'homme n'est pas un être animal. L'homme est un être supérieur qui est incorporé dans une très rapprochée des règnes. Si l'homme n'était pas rapproché des règnes, à ce moment-là, il ne pourrait pas vivre dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Allez-vous dire que l'homme n'est pas l'évolution de l'animal, le singe, finalement? Non. Ça, ce sont des théories de singes. L'homme est un être qui, à un certain moment dans l'histoire, a subi une mutation. Et la mutation qui a été véhiculée, qui a été apportée vers la Terre par des êtres, par des intelligences supérieures, a permis que l'esprit de l'homme puisse s'intégrer dans cette matière que nous appelons la matière animale. Mais à ce moment-là, il y a eu mutation. C'est pourquoi les biologistes n'ont jamais été capables de trouver le missing link. C'est pourquoi les scientifiques n'ont jamais été capables de voir où le royaume animal finissait et où le royaume humain commençait. Parce qu'il y a eu mutation. Et ces connaissances sont contenues, sont sues, ont été révélées depuis très longtemps dans les littératures ésotériques. Mais les sciences, la science cartésienne, la science moderne, n'a jamais voulu lire ces livres. Parce que le scientiste sait très bien que s'il met le nez dans les littératures ésotériques, qu'il doit automatiquement, éventuellement, sortir un peu du dogmatisme de sa science et automatiquement ésotériser sa pensée. Et automatiquement, il doit entraîner en lui un changement psychologique tellement profond que la sécurité même de son travail, sur le plan psychologique, sur le plan philosophique, est mise en danger. J'imagine un scientifique qui vous écouterait parler, qui dirait, oui, mais passer d'un dogmatisme ésotérique à un dogmatisme scientifique, au moins le dogmatisme scientifique amène des résultats concrets. On voit l'évolution, le progrès matériel de la civilisation qui aujourd'hui n'a plus les troubles de déplacement grâce à l'invention de l'automobile. C'est pas les dogmatismes ésotériques qui ont fait inventer l'automobile. Oui, ce n'est pas leur but. Le dogmatisme ésotérique, ou la science ésotérique, la fondation, la fonction de la science ésotérique, c'est de mettre un peu dans l'humanité des connaissances qui seront demain comprises, qui demain deviendront science. Ce n'est pas aujourd'hui que la science ésotérique peut devenir une science universelle, une science mondiale, une science qui atteste de la grande qualité de la démocratie. Si les hommes ne sont pas capables aujourd'hui, au XXe siècle, de vivre de la pensée ésotérique, comment voulez-vous que les hommes puissent vivre de la science réelle, de la science cosmique? Il est évident que l'homme doit vivre des changements, connaître des changements sur le plan psychologique avant de pouvoir vivre de la science cosmique, de la manipulation de l'énergie. Donc, ce qui se fait aujourd'hui sur le plan de la science cartésienne, à l'intérieur de son dogmatisme mécaniste, ça fait partie de la structure psychologique de cette science, ça fait partie de la démocratisation de cette science, avec les preuves à l'appui de la conquête de la matière. Mais ceci n'est pas une condition qui relève indéfiniment de la conscience de l'homme. C'est une condition qui relève d'une façon limitée de son inconscience. Là, il y a un terme que vous utilisez depuis le début, c'est démocratisation, et j'ai l'impression que des gens très politisés doivent se demander l'interprétation, la définition que vous faites du terme démocratisation, parce qu'on pense, si on pense au plan politique, la démocratie, le socialisme, le communisme, etc. Quelle est la définition que vous voulez donner au mot démocratisation depuis le début de votre discours ce soir? La démocratisation de la science, la démocratisation de la pensée, la démocratisation de l'action. C'est un processus qui permet à la masse de faire descendre à son niveau ce qui dans le passé appartenait à un certain nombre. L'idée de la pyramide qui s'aplatit. Voilà, la pyramide qui s'aplatit.
Et lorsque la pyramide est totalement aplatie, elle prend beaucoup de surface horizontale, mais elle n'a plus de surface verticale. Donc, elle se coupe de l'énergie, et à ce moment-là, c'est un grand signe que la démocratie, qui sur le plan politique devient un État utopique pour le socialiste, pour le communiste ou pour certains capitalistes, devient dans le fond, pour l'humanité entière, la fin d'un cycle. L'homme ne peut pas vivre sans pyramide, l'homme ne peut pas vivre sans démocratie. Imaginez-vous... Sans hiérarchie, vous pouvez dire. Sans hiérarchie. L'homme ne peut pas vivre sans qu'il y ait au-dessus de la grande masse des êtres, un certain nombre d'êtres qui ont une affinité pour une pensée plus raréfiée, une pensée plus créative. Regardez dans le domaine des arts, regardez dans le domaine de la science, regardez dans le domaine de la politique. Einstein faisait partie d'une hiérarchie. Ce qu'il a conçu, ce qu'il a amené, a été ensuite compris par d'autres scientistes. Dans le domaine de la politique, c'est la même chose. Les grandes idées politiques sont descendues éventuellement au niveau des masses. Mais il y a toujours des hommes, il y a eu toujours des hommes qui, même sur le plan militaire, les généraux, ceux qui font partie des états-majors, qui pensent les plans. Donc il y a toujours des hommes, il y aura toujours des hommes, il y a eu toujours des hommes qui étaient au-dessus de la pyramide. Et ces hommes, on leur a donné différents noms. Soit qu'on leur a donné le nom d'initié, ou qu'on leur a donné le nom de chef, qu'on leur a donné le nom de roi, qu'on leur a donné le nom d'aristocrate. Mais il y a toujours eu des hommes qui ont, pour le bien ou pour le mal, d'une façon machiavélique ou d'une façon bénéfique, donné à l'humanité ce qu'il possédait. Et lorsque l'homme perd ceci de vue, nous entrons dans un âge où la lumière s'éteint de plus en plus et nous sommes arrivés au bout de ça. Vous nous avez fait tantôt le parallèle entre l'ésotérisme et la science, le rationalisme, la science qui vérifie les choses, mais les dogmes ésotériques dont vous nous avez fait référence remontent à la nuit des temps. Et cette nuit des temps nous cache quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'humanité? À l'origine de l'humanité, il y avait contact entre l'homme et les intelligences supérieures. Et à un certain moment, ce contact a été brisé, a été rompu, pour une raison seulement, pour permettre à l'homme de vivre son évolution. Autrement dit, pour permettre à l'homme qu'il se développe sur la Terre une conscience expérimentale. La conscience expérimentale a permis à l'homme de développer un corps émotionnel tel que nous le connaissons, et un corps mental tel que nous le connaissons. Si l'homme avait été en contact d'une façon indéfinie avec ses êtres, il n'aurait pas la conscience qu'il a aujourd'hui, et il n'aurait pas l'expérience qu'il a aujourd'hui. Donc l'homme devait librement se développer, l'homme devait connaître ce qu'on appelle, entre parenthèses, le libre arbitre, et ce libre arbitre devait lui donner l'expérience dont il avait besoin pour développer ses centres d'énergie. Maintenant que l'homme arrive à un nouveau stage d'évolution, que ses centres d'énergie sont développés, il doit maintenant revenir en contact avec ceux qui lui ont donné au début la vibration qui lui a permis d'entrer dans la matière. Donc ces êtres, ces intelligences reviendront à la fin du cycle. Et lorsqu'ils reviendront à la fin du cycle, naturellement, ceux qui auront la vibration, c'est-à-dire que ceux, parmi ces hommes, qui auront la capacité mentale, la stamina émotionnelle, la capacité nerveuse, de soutenir le choc terrible que crée ce contact avec une dimensionnalité que nous avons totalement oubliée, pourront passer de l'autre côté et ne plus vivre, et ne plus connaître la mort telle que nous la connaissons. Ces êtres qui doivent venir à la fin du cycle, est-ce que ce sont ceux qu'on appelle les extraterrestres? Le mot extraterrestre est un mot qui fait partie du langage enfantin de l'homme. Le mot extraterrestre est un mot qui convient à l'homme parce que si l'homme veut concevoir d'une dimension ou veut concevoir d'une réalité humaine qui est plus grande et plus avancée que la sienne, il est obligé de lui donner le mot extraterrestre. Ce n'est pas le terme extraterrestre qui n'est pas bon, c'est ce qu'il engendre dans l'homme. Il y a un terme beaucoup plus à point que le terme extraterrestre. On devrait appeler ces êtres des intelligences. Parce que si nous appelons ces êtres extraterrestres, nous nous soumettons à une autre expérience, à une autre épreuve. C'est que nous nous soumettons à l'influence sur l'homme de certaines manipulations astrales en lui, de par le biais de son imagination. Il y a des forces dans les plans parallèles qui sont capables de projeter dans l'espace humain des formes qui conviennent exactement à ce que l'homme veut ou à ce que l'homme conçoit du phénomène extraterrestre. Et ces forces peuvent très bien retarder l'homme, peuvent très bien embourber son esprit, peuvent très bien lui donner l'impression que ces êtres sont des êtres de
haute intelligence, lorsqu'en fait ce sont des êtres qui ont d'une très grande intelligence, mais qui sont réellement anti-hommes. Donc l'homme devrait convenir avec un autre terme, plutôt que d'utiliser le terme extraterrestre, l'homme devrait convenir avec un terme qui relève de la faculté universelle et fondamentale de tous les êtres dans le cosmos, qu'ils soient sur le plan matériel ou sur d'autres plans. Et ce terme, c'est le terme de l'intelligence, qui s'appelle ces êtres des intelligences. Ils étaient aux origines de l'humanité. Ils reviendront à la fin du cycle. Pourquoi nous ont-ils laissés entre ces deux périodes vivre de notre libre arbitre jusqu'au moment où on va s'envoyer des bombes atomiques sur la Terre? Parce que l'homme devait développer une sorte de personnalité, une sorte de capacité mentale, une sorte de capacité émotionnelle, pour éventuellement être capable, par transmutation de ces principes, développer une conscience supramentale qui puisse leur permettre à eux, éventuellement, d'entrer en communication avec lui, mais sur un même pied d'égalité. Autrement dit, les dieux du passé, lorsqu'ils ont rencontré les hommes, ont été adorés par des hommes. Les hommes ont fait de ces adorations, de ces rencontres, des religions, des systémiques, des cosmogénèses. Et aujourd'hui, l'homme, au lieu de faire de ces contacts, de ces rencontres, des religions ou des philosophies quelconques, occultes, ésotériques ou hermétiques, fera de ces rencontres une rencontre scientifique. L'homme entrera pour la première fois en science parce qu'il aura la capacité mentale de parler avec eux par télépathie. Mais pour que ceci se fasse, il fallut que l'homme ait une certaine maturité. Et l'homme ne peut pas atteindre de maturité sans expérience. Alors là, d'où vient l'homme? L'origine même de l'homme qui a eu à vivre cet état d'expérimentation. C'est quoi l'homme? L'homme, ou l'humain? bon, l'humain. L'humain vient de différentes constellations. Il y a plusieurs constellations. Et dans le cosmos, il y a des êtres qui, au cours des âges, ont appris par expérience. Et à un certain moment, il fallut que la planète que nous connaissons, la planète Terre, fût habitée. C'est-à-dire, il fallut que cette planète soit reconnue dans son importance. Il fallut que cette planète ait de l'importance pour qu'elle puisse éventuellement servir de siège social à ces intelligences lorsqu'ils déplaceront dans le temps leur gouvernement. Donc l'homme devait éventuellement commencer à créer sur la planète Terre une condition d'évolution qui devait éventuellement devenir une civilisation suffisamment avancée pour que ces êtres-là puissent établir sur cette planète ici, dans des conditions qui sont futures, un nouveau siège de gouvernement, afin que la Terre, au lieu d'être assujettie aux conditions d'intelligence par le biais de la vibration, puisse dans l'avenir être assujettie à l'intelligence par le fait même que l'homme puisse de lui-même, de ses propres ressources, vivre de cette énergie. Ne plus être dominé par l'intelligence, ne plus être assujetti à des messages, que les messages viennent des dieux, que les messages viennent de Yahweh, ou que les messages viennent de quelque aspect que ce soit, des intentions cachées, voilées, cosmiques, derrière des facettes psychologiques, philosophiques et religieuses d'une humanité naissante et dans ce temps-là barbarique. L'homme a donc volontairement rompu le contact avec les entités supérieures. Donc, ce n'est pas l'homme qui a rompu le contact, ce sont ces entités qui ont coupé le contact avec lui. Et l'homme a été obligé automatiquement, parce qu'il était dans la matière, il a été obligé automatiquement de continuer son évolution. Donc, il a créé une suite, une conséquence d'actes qui ont forcé son retour dans la matière, jusqu'à ce que, éventuellement, à la fin du cycle, il puisse ressortir de ce cycle d'évolution, ne plus vivre le karma de la vie et de la mort. Mais ceci ne sera possible que lorsque l'homme aura pris conscience, encore, par la voie télépathique, du contact avec ses êtres. Pouvez-vous, avec d'autres termes, nous réexpliquer ce que vous venez de nous dire, mais par le parallèle psychologique, oui, l'éducation qu'on a eue, du fameux paradis terrestre, où on a été chassé, puis au paradis terrestre, on ne mourrait pas, on ne souffrait pas, seulement après. Et au paradis terrestre, on est en contact avec les intelligences qu'on appelle Dieu. Et après, on souffre
et on meurt, et on a perdu le contact, on a le péché original. Pouvez-vous, en d'autres termes, nous rappeler ce que vous venez de nous dire, mais avec des termes plus connus? Le paradis terrestre, c'est l'éthérique. L'homme, au début, avait contact avec l'éther. Donc, il n'avait pas à mourir. Il n'y avait donc pas de corps physique encore. Il avait un corps matériel très simple, mais il avait un corps morontiel, éthérique, double, très développé. Donc, automatiquement, il pouvait, à volonté, faire ce qu'il voulait de la nature. La nature lui obéissait. Donc, il n'avait pas à mourir. Quand il a été coupé de ce contact, de cette faculté, il a été obligé de réintégrer totalement son corps. Il a été obligé de se servir de ses sens pour découvrir le vrai ou le faux. C'est par les sens que l'homme a été obligé de découvrir le vrai ou le faux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ses sens mentent. Parce que le vrai est un aspect du faux, et le faux est un aspect du vrai. Regardez dans les religions, regardez dans les philosophies. Le vrai est simplement une manipulation psychologique de l'homme pour lui faire croire qu'émotivement, il peut se bien carrer avec des notions qui font partie de sa psychologie, qui font partie de son être, et qui sont souvent distincts selon une culture ou une nation. Et le faux, c'est la même chose. Pour des êtres, il y a des actions qui sont totalement fausses en fonction des autres, mais pour eux, elles ne sont pas fausses. Regardez les gens qui font de la magie noire. Regardez les gens qui font du rite satanique. Alors pour vous, c'est faux, mais pour eux, c'est vrai. Et votre vrai, pour eux, est faux. Donc la relativité du vrai et du faux est une condition psychologique que l'homme devra dépasser. Et tant que l'homme n'aura pas dépassé cette relativité, il ne pourra jamais être intelligent. Il sera toujours assujetti à un message, soit que le message vienne de Yahweh, ou soit qu'il vienne des sphères sataniques. Parlant du vrai et du faux, du bien et du mal, si on se réfère à la Bible, aux Écritures saintes, et je pense que la plupart des gens qui nous suivent connaissent très bien la Bible, il est indiqué très clairement que c'est le serpent qui, au paradis, fit manger le fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'après, grâce à ce fruit donné par le fameux serpent, l'être humain a pris conscience du bien et du mal. Et on sait par la guématrie dans la Kabbale que le mot serpent et le mot messie, c'est la même chose. C'est le même être qui vient transmuter l'être dans son essence. Et le vrai et le faux, le bien et le mal. On se demande des fois, parce qu'on prie le bon Dieu, mais ce Yahvé, si on pense que c'est lui, il a toujours été intransigeant, il a toujours ordonné aux hommes des actes. Et puis, alors comment situez-vous, Bernard de Montréal, vis-à-vis la religion? Comment je me situe moi-même? J'ose plus dire maintenant le terme message. Vous nous dites que c'est pas un message que vous avez à livrer, mais Bernard, ou comment vous situez l'enseignement de Bernard, ou ce que Bernard dit par rapport à la religion? Est-ce que on continue dans le mouvement religieux chrétien, catholique ou musulman ou bouddhiste? Toutes les religions sont essentielles à l'homme. Le phénomène ancien de l'humanité, que ce soit sur le plan de la philosophie, que ce soit sur le plan de la religion, fait partie de ce qui a été établi dans le passé. C'est l'homme individuellement qui mettra la religion de côté. Le phénomène de la religion ne peut pas être mis de côté pour l'humanité. L'humanité a encore besoin de la religion. Elle est essentielle, la religion, pour l'homme. C'est sur le plan individuel, hermétique, occulte, supraconscient, que l'homme mettra de côté la religion. Mais l'homme ne peut pas mettre de côté la religion. Autrement dit, il ne peut pas y avoir dans la société de chefferie qui dirait à la masse, mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de religion. Ils ont essayé en Russie, ça ne marche pas. On ne peut pas enlever à l'homme la religion. D'ailleurs, la religion, elle est bonne, parce qu'il y a dans la religion de la vérité. Et la vérité soutient toujours l'homme sur le plan moral et sur le plan émotionnel. Mais ce n'est pas à ce stage et à ce niveau que je parle. Je parle au-delà de la religion. Je parle au-delà de la philosophie. Je parle au-delà de l'occultisme, de l'hermétisme. Je parle dans cette dimension de l'intelligence que l'homme, un jour, devra découvrir parce que cette intelligence descend dans la matière. Donc, un jour, l'homme sera obligé de vivre le contact télépathique avec ceux qui lui ont donné, au début, son origine. Autrement dit, qui lui ont permis, au début, de vivre la transmutation du corps matériel animal afin qu'il puisse s'adapter à une condition d'énergie supérieure qui était l'enveloppe morontielle lumineuse qui représente l'être humain dans son essentialité.
Mais ces intelligences qui sont d'en haut, qui sont très immanentes, très puissantes, au-dessus de la nature humaine, ne peuvent-elles pas nous jouer des mauvais tours? Oui, elles nous jouent de mauvais tours, c'est-à-dire qu'elles nous jouent des tours, et elles nous joueront des tours tant que nous ne pourrons plus être assujettis à leur tour, à leur jeu. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un enfant? Si vous voulez lui faire comprendre quelque chose, vous pouvez lui jouer un tour, et il va comprendre. C'est par le tour qu'il va comprendre. Et dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'esprit de l'homme, ces êtres sont tellement intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont tellement en dehors de la conscience expérimentale de l'homme, et l'homme est tellement en dedans de son illusion qu'ils n'ont pas de choix que de lui jouer des tours jusqu'à temps qu'il comprenne leur jeu. Une fois que l'homme comprend le jeu de ces intelligences, il est en contact harmonieuse, télépathique avec eux, avec elles, et il est bien avec elles, et il vit de leur énergie, et automatiquement, il peut se servir de leur énergie sur le plan matériel. C'est l'évolution de l'homme. Donc, c'est pourquoi, dans l'instruction que je donne, je dis toujours, il ne faut pas croire. Pourquoi? Parce que croire, c'est la plus grande faiblesse de l'homme. C'est le plus grand danger de l'homme, croire. Et l'homme ne peut pas comprendre ceci, parce qu'il est encore trop prisonnier de la croyance, il est encore trop prisonnier de la pensée. L'homme ne peut pas réaliser aujourd'hui l'importance de ne pas croire. Ne pas croire ne veut pas dire nier. Ne pas croire veut dire ne pas s'assujettir à la pensée d'un autre. Et lorsqu'un homme ne s'assujettit plus à la pensée d'un autre, il ne vit que de sa propre intelligence, de sa propre pensée créative. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus sûr de ne pas être niaisé. Y a-t-il une nuance à faire entre la foi et la croyance? Parce qu'on dit que la foi est une des vertus théologales. Oui. La foi, c'est beaucoup plus subtil que la croyance. Dans la foi, il y a l'intuition. Pardon. Dans la foi, il y a une vibration qui fait une connexion entre le matériel et l'invisible. Tandis que dans la croyance, c'est purement du domaine psychologique. La foi, elle est beaucoup plus puissante que la croyance. Mais la foi, lorsqu'elle est codifiée, lorsqu'elle est rendue publique dans sa structure psychologique, devient de la croyance. Alors, quelqu'un qui suivrait les conférences de Bernard, qui suit l'émission présentement la semaine prochaine et dans 2 semaines, comment doit-il ingérer ce qu'il entend? Puisque Bernard ne s'est exprimé à date que par le verbe, que par la parole. Les gens peuvent écouter, que l'homme écoute. C'est déjà quelque chose de bien. Que l'homme écoute. Il ne doit pas croire. Mais croire, c'est bon. Alors, ça sert à quoi, ce que Bernard dit? Ce que je dis, et ce que je dis s'imprime. Donc, ce que je dis ne s'oublie pas. Peut-être que ce que je dis ne se répète pas de la même façon. Mais la parole, lorsqu'elle parle, crée une impression. Et c'est l'impression qui demeure. Et c'est l'impression qui compte. Le reste, c'est sans importance. C'est toujours l'impression. La parole est soumise aux lois d'impression. C'est une impression. C'est une impression qui est créée dans le cerveau de l'homme. Et si l'homme ne croit pas, l'impression peut quand même demeurer. Mais au moins, en ne croyant pas, il ne s'assujettit pas à l'interprétation qu'il pourrait faire au niveau de son ego, de l'interprétation, c'est-à-dire de l'impression qui se fait en lui. Donc à ce moment-là, il est libre et il demeure libre de celui qui l'écoute. C'est très important pour les hommes d'être libres de ceux qui l'écoutent et de sentir en eux-mêmes s'il y a une communication, s'il y a un parallèle entre ce qu'ils sentent et ce qu'ils entendent. Je dis beaucoup de choses dans le public qui est déjà connu de beaucoup de personnes. Et lorsqu'on me vient et qu'on me dit, bon ben, Monsieur Bernard, je sais ce que vous dites depuis des années, je suis content. Je dis, tant mieux. Et c'est comme ça que l'homme doit vivre ou doit connaître l'expérience d'écouter certaines personnes qui, comme moi, parlent d'une certaine façon. Un homme comme moi, c'est un homme dangereux. Non pas parce qu'il est dangereux, mais parce que ce qu'il dit est une condition qui n'émane pas de l'ego, donc qui émane d'un pouvoir vibratoire. Donc, si cette condition est utilisée sur le plan psychologique par l'homme, automatiquement ce n'est pas bon pour lui. Parce que c'est une
impression qui est trop puissante. Si l'homme a la capacité de transposer dans le domaine matériel, sur le plan matériel, des conditions de vie, d'évolution, de connaissances qui sont absolument infinies, il est évident que l'ego ne peut pas commencer à croire à ceci. Parce que l'ego doit toujours demeurer libre. Si je suis un être noble, si je suis un être de bonne intention, si je suis un être qui est créatif, le temps, seulement le temps, démontrera que je le suis. Mais ce n'est pas ce que je dis qui doit servir aujourd'hui de preuve de ce que je suis. C'est là que l'homme se met en danger. Et tous les hommes, dans mon expérience, je connais énormément de gens qui parlent dans le public, des maîtres de tous les acabits, des gourous de tous les acabits. Les histoires sont absolument extraordinaires. Et les hommes sont toujours dans la même relation avec ces êtres. Ils les croient. Il ne faut pas croire, il faut savoir. Si l'homme dit quelque chose, si un homme dit quelque chose qui est intelligent, qui est créatif, qui émane de quelque part en lui, qui n'est pas assujetti aux conditions dominatrices naturelles de l'ego, à ce moment-là, c'est bien, c'est créatif. Mais si l'homme commence à croire ce qu'un homme comme moi peut dire, quelle sécurité a-t-il vis-à-vis de lui-même? Peut-être que je suis un être noble, et peut-être que je ne le suis pas. Alors l'homme, l'individu qui entend, je me prends, je noircis mon image pour faire comprendre un principe qui est universel, qui est pour tous les hommes. L'homme qui entend un homme devrait écouter, voir, attendre. Et si en lui, il y a quelque chose qui est en résonance avec ce que cet homme dit, à ce moment-là, il n'y a plus de conflit. Il y a simplement une harmonisation et nous pouvons aller plus loin dans le dialogue. Mais il faut d'abord que l'homme lui-même sache un peu, par lui-même, que ce que l'homme dit est intelligent. Sinon, s'il se sert de la croyance à cause du pouvoir d'expression, à cause du pouvoir de recherche, à cause du pouvoir de synthèse, à cause du pouvoir de manipulation de la forme que possède cet homme, à ce moment-là, il est en danger. C'est sans équivoque Bernard de Montréal, tout votre discours aujourd'hui. On poursuit la semaine prochaine ensemble pour une autre heure, une deuxième de 3 rencontres avec Bernard de Montréal. En réalité, il y a maintenant plus de 50 heures avec Bernard de Montréal sur des cassettes qui ont été enregistrées lors des conférences que vous avez données à travers la province de Québec. Vous allez maintenant entendre la charmante voix féminine qui va vous donner les différentes activités organisées par Orandia et ainsi que les lieux où vous pouvez vous procurer ces fameuses cassettes qui sont assez spéciales, comme vous pouvez remarquer. Le message, je n'oserais pas dire le message, mais le discours de Bernard de Montréal est unique en son genre. Alors, merci Bernard pour cette première heure ensemble.